L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle À la loupe. Ça m'a été proposé par un abonné sur Instagram et je le remercie fort. Et en parlant d'Instagram justement, ce qui m'a plu, c'est que vous aussi vous aviez l'air chaud pour ce nouveau format. Ouais, parmi les sujets que j'ai proposés dimanche dernier sur Insta, c'est celui que vous avez plébiscité. Alors let's go, on se renouvelle et on se lance dans le grand bain. Il faut savoir aussi que dans un autre sondage, je vous avais demandé quel joueur vous intéresserait le plus si je devais lancer ce format. Wemby est arrivé loin devant, Bilal Koulibaly a fini derrière lui, mais vu que j'ai beaucoup parlé des Français dernièrement sur ma chaîne, j'ai décidé de sélectionner celui qui est arrivé en 3 pour l'épisode pilote, Anthony Edwards. Et ne vous inquiétez pas, si le concept fonctionne, Vic et Bilal passeront très vite sous mon crible aussi, je les garde pour plus tard. Juste, je pense que pour ce format, en termes de timing, pour eux, c'était pas le bon moment. À savoir aussi que si vous voulez peser dans le choix de la semaine prochaine, c'est easy, rejoignez-moi sur Instagram. Vous votez dans le canal, vous décidez du thème, et nous, on construit l'épisode ensemble. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, ne loupez pas ça, faites-le maintenant pour peser sur le sujet de la semaine prochaine. Petite précision importante aussi, ce format à la loupe c'est un test, je ne sais même pas encore à quelle fréquence je publierai l'épisode, ni même s'il y en aura d'autres. Ça va dépendre des vues, de vos retours, de l'actualité et de plein d'autres choses encore. Alors je vous attends de pied ferme, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment mon idée c'est surtout d'être juste et utile, avec des images, des exemples et des chiffres qui éclairent, pas qui noient. Du coup on va tester ça, on se pose bien confortablement et nous on lance le décryptage à la loupe pour Anthony Edwards. Anthony Edwards, je l'aime bien, parce que c'est peut-être le joueur qui symbolise le mieux la nouvelle génération de la NBA. À seulement 24 ans, drafté numéro 1 en 2020 après sa saison à Georgia, il a déjà 5 années complètes derrière lui, et attaque la 6ème comme le visage des Wolves. Un arrière d'1m93 pour un peu plus de 100 kg, explosif, puissant, mais aussi de plus en plus technique. En 2024-2025, il tourne à près de 28 points, 6 rebonds et 5 passes en 36 minutes. Son efficacité est solide, autour de 45% au tir, presque 40% de loin, plus de 80% au lancer. Avec un volume énorme de responsabilités offensives, il a transformé Minnesota en équipe de haute tableau tout en consolidant son statut de franchise player. Et le truc que je raconte, ces stats, ce ne sont pas juste des chiffres posés pour une feuille. Non, Anthony Edwards a un vrai impact. La saison dernière, Hensman a multiplié les coups d'éclat. Le 4 janvier à Détroit, il bat son record en carrière avec 53 points, dont 10 tirs primés réussis. Quelques semaines plus tard, il dépasse Karl-Anthony Towns et devient le meilleur shooter longue distance de l'histoire des Wolves. Mieux encore, il devient le plus jeune joueur de toute la ligue à franchir la barre des 1000 tirs à 3 points inscrits. Au total, il termine même meilleur marqueur de la NBA derrière l'arc avec 320 réussites, un total qu'il place déjà dans le top historique sur une saison. Et ce qui a été marquant, je trouve, la saison passée, ça a été la fréquence à laquelle il a pu afficher de telles perfs hors normes. En février, il signe une séquence de folie. 49 points contre Chicago avec 20 rien que dans le 3e quart-temps, puis 41 le lendemain à Houston. Enfin, après un match de repos, il en plante 44 contre Cleveland. Pour la première fois de sa carrière, il enchaîne 3 matchs de suite au-dessus des 40 points. Jamais un joueur des Wolves n'avait réussi ça. Ce n'est pas juste un feu de paille, c'est la preuve qu'il peut installer un rythme de superstar soir après soir. Et ce côté patron, qu'il a parfaitement assumé en saison, il l'a aussi confirmé en play-off. 2 années de suite, Minnesota atteint les finales de conférence Ouest. En 2024, c'était face à Dallas, en 2025 contre le Thunder. Les Wolves ont perdu à chaque fois, et Edwards, même s'il s'est parfois montré en difficulté, a su répondre présent globalement. Des stats solides, mais surtout une impression. Il ne disparaît pas quand la pression monte. Au contraire, il élève son niveau et entraîne toute son équipe. C'est ça Anthony Edwards aujourd'hui, une star qui n'a pas encore atteint son plafond, mais qui joue déjà comme si l'ensemble de la ligue lui appartenait. Et si on zoome maintenant sur son jeu offensif, vous allez voir que certains éléments sont marquants, notamment du côté du scoring. Ce qui est marquant déjà, c'est ses spots, c'est d'où il tire, souvent en tête de raquette. Il crée la séparation avec un petit step back ou déclenche vite après réception si la passe arrive bien. Depuis cette zone, il voit le jeu, le terrain s'ouvre pour lui et le doute s'installe partout dans les défenses adverses. Et quand on regarde comment il s'y prend et les qualités qu'il a dans le domaine, on comprend aisément pourquoi les adversaires paniquent quand il a la balle dans cette zone. Edwards n'a pas un seul registre, il peut sanctionner en catch and shoot dès qu'un renversement le trouve libre, il peut déclencher en sortie de dribble si son vis-à-vis passe sous l'écran, et il adore utiliser des step back quand l'horloge tourne. Ce mélange oblige les défenses à choisir, coller à lui et risquer de se faire déposer au drive, ou reculer et encaisser le tir. Dans les deux cas, c'est perdant. Et c'est justement en agissant comme ça qu'il a pu accumuler autant de cartons la saison passée.
Quand il a la main chaude, 2-3 tirs de loin peuvent faire basculer un match. Un pull-up en ISO, un catch and shoot, puis un tir en première intention sur transition. Aujourd'hui, pour lui, ce shoot n'est plus un bonus, c'est une porte d'entrée pour tout son jeu. Aujourd'hui, si tu ne respectes pas son tir, il t'arrose complètement, et son impact serait sûrement encore plus grand s'il arrivait à mieux gérer son efficacité. Edwards score beaucoup, mais son pourcentage global reste moyen pour son volume. En 2024-2025, il est autour de 45% au tir, ce qui est correct, mais pas propre. Le paradoxe est là, sa valeur offensive s'améliore avec presque 60% de true shooting, porté par le tir à 3 points et les lancers, mais son adresse globale souffre de sa sélection. Trop de tirs difficiles, ISO en fin d'horloge, step back contesté, long two en sortie de dribble. Quand la défense est prête et que la possession se crame, l'addition devient salée. En clair, il peut scorer de partout, mais parfois il a tendance à choisir la porte la plus compliquée. Le vrai sujet, c'est le timing de ses tirs. Quand la passe arrive tôt et en rythme, l'adresse suit. Quand il doit improviser à 6-7 secondes du buzzer des 24, l'action devient lourde. J'aimerais plus de tirs simples en réception ou après renversement, et les tirs plus durs gardés pour la fin de quart, ou les moments chauds. Et le résultat, on le voit sur l'ensemble d'une saison, des sommets, mais aussi des passages un petit peu plus compliqués en termes de constance. Les pics existent, 8, 9, 10 tirs primés réussis, des séries à plus de 40 points, mais quand sa main refroidit et que les longues tous s'empilent, le rendement chute. Sa fréquence de lancer est bonne pour un arrière puissant, mais ça ne suffit pas pour être dans l'élite. Les soirs sans adresse, il doit aller au contact, sécuriser le bonus et refuser les mid-range compliqués en début ou en fin de possession. En fait, il doit garder son volume, mais polir sa sélection pour gagner en efficacité. Ça, j'avoue, c'est facile à dire, mais peut-être plus compliqué à faire, même si je l'en sens capable. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ses qualités athlétiques de grand malade lui donnent un avantage décisif dès qu'il se met en tête d'attaquer le cercle. Pour un arrière de son gabarit, Anthony Edwards combine un premier pas inhumain et une puissance de contact qui fait reculer les intérieurs. Il vit dans la raquette, beaucoup de drives par match, une dizaine de points générés sur ses pénétrations et près de 55% de réussite sur ses actions. Il encaisse, reste en l'air, termine main droite ou main gauche et va provoquer les fautes même si j'aimerais qu'il le fasse encore plus. Résultat, dès qu'il oriente ses épaules vers l'arceau, la défense recule d'un cran. Et quand un couloir s'ouvre devant lui, c'est souvent trop tard, il n'y a plus rien à faire. En transition, c'est un bulldozer, vitesse, appui, détente, 2-3 contre-attaques à 100 à l'heure conclues de manière spectaculaire et la salle bascule. En une ou deux actions, il change le momentum. Ça oblige la défense à se replier plus vite, à 2 voire 3 joueurs, ce qui libère des tirs ouverts pour les coéquipiers. Au final, il y a du show, c'est sûr, mais ce n'est pas que ça. Ce genre d'action, ça peut déstabiliser une défense en 2 possessions. Ça menace vers le cercle, attire l'aide côté faible, resserre les ailes et libère les corners pour les shooters. Techniquement, il varie. Ligne droite quand le premier appui passe, Eurostep pour contourner le grand, hang time pour finir après le contact. Cette panoplie, avec son corps compact, rend ses lay-ups difficiles à contester sans faire faute. Même sans parler de création pure, sa gravité est essentielle pour Chris Finch, tant les défenses sont obligées de se focus sur lui dans la peinture. Bref, puissance, vitesse, détente, il a tout. Quand il attaque le cercle, il impose sa loi. Et ce qui pourrait le rendre encore plus dominant, je pense encore plus imprévisible, ce serait de développer son playmaking. Aujourd'hui, Anthony Edwards reste avant tout un créateur pour lui-même. Il tourne autour de 4 à 5 passes par match pour un peu plus de 3 balles perdues, soit un ratio assist-turnover qui reste moyen pour une première option. Avec un usage bien au-delà des 30%, c'est correct, mais en dessous des standards des gros porteurs qui alimentent les autres soir après soir. En comparaison avec d'autres superstars à son poste, l'écart est visible, et c'est là que se situe la marche à gravir, je pense. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer là-dessus, dans la lecture et dans l'anticipation, plus que dans le geste et dans la technique. Sur pick and roll, quand il joue pour lui, il punit très bien. Là où ça pêche, c'est le tempo de la passe. La prise à 2 arrive, la fenêtre s'ouvre, puis se referme. La pocket pass peut partir un poil tard, le renversement côté faible aussi. Résultat, la décision devient prévisible, l'aide revient et on glisse vers un tir difficile ou une perte de balle évitable. Ce n'est pas un manque de vision brute, c'est surtout une histoire de rythme et de timing, j'ai l'impression. Parce que ouais, quand il est mis sous pression, parfois, le révélateur devient assez impitoyable. En playoff en 2025, il a délivré plus de 5 passes, preuve qu'il peut faire tourner, mais contre une défense élite qui bouche la peinture, les pertes de balles remontent dès que les trappes arrivent haut et que les couloirs se ferment. On voit pourtant les opportunités exister à chaque accélération. Transformer plus souvent cet avantage en panier pour un coéquipier sans payer la taxe des turnovers, c'est l'étape suivante à franchir. Maintenant, ce qui est positif, c'est que la solution pour régler ça, elle me semble assez claire et même plutôt réaliste. Il faut qu'il anticipe plus avant les écrans, qu'il prévoit plusieurs scénarios. Si l'aide le colle, c'est passe direct dans le corner. Si le big monte, c'est short roll avec l'intérieur. Il doit avoir pris sa décision avant de se faire trapper pour rendre l'action plus fluide pour tout le monde. Il sait le faire, reste juste à le faire plus souvent. Après, ce qui me plaît quand je le regarde jouer, et ça fait vraiment partie de ses qualités, c'est qu'il n'a vraiment pas peur de prendre ses responsabilités quand il faut. Quand le match chauffe, on le voit vraiment. Il veut la balle, il veut prendre le match à son compte.
Anthony Edwards assume ces minutes-là, ces moments importants. En 2024-2025, il domine en volume sur le clutch time et a fini finaliste du trophée dédié. Ça se voit dans sa gestuelle et dans ses choix. Agressif vers le cercle, prêt à aller chercher la faute et capable de déclencher au-dessus de la défense quand les dernières secondes du chrono s'écoulent. Quand la salle chauffe, il prend les commandes. À Minnesota, c'est lui le patron, point barre. Et ce que j'aime, même si on pourrait y croire, c'est que ce n'est pas de la prétention, c'est vraiment un appétit réel pour les possessions qui comptent. À maintes reprises dans la saison, on l'a vu prendre la salle à la gorge avec des tirs durs et des drives sous pression, et quand vient le money time, il ne se cache pas. Pull-up main droite, step back pour créer un mètre de séparation, ou prise d'élan pour aller chercher la ligne des lancers francs. Il choisit l'option frontale et vit avec le résultat. C'est imparfait, mais cette constance à assumer la dernière décision, c'est un vrai truc de franchise player. Et encore une fois, même en playoff, si ça devient compliqué, il ne se cache jamais. Quand face à OKC, Minnesota est tombé sur une défense élite, Edwards est resté tout aussi agressif. Le Game 3 des finales de conférence en est la carte postale. 30 points, 9 rebonds et s'y passe en 3 quarts temps à peine avec une victoire de plus 40 qui relance l'orgueil de la série. Au-delà de la ligne de statistiques, c'est le message qui compte. Après un démarrage compliqué, il revient plus fort, impose le rythme et donne un point d'ancrage émotionnel au groupe. C'est ça sa signature. Quand le torchon brûle, il avance et il réussit à emmener tout le monde avec lui. Tout ça, mine de rien, malgré 2-3 choses à peaufiner, je l'admets, ça fait de lui un attaquant totalement élite. La question maintenant, c'est de se demander s'il peut faire la même chose de l'autre côté du terrain, en défense. Et déjà, clairement, les outils sont là. Pour un arrière costaud, Anthony Edwards a le gabarit, des appuis latéraux vifs et des mains actives. Quand il se branche, il tient le 1 contre 1, coupe les angles de drive et met la pression sur la première passe. On a vu des possessions où il étouffe le porteur, force un tir difficile et lance la transition. Dans ces séquences, il ressemble au two-way player que tout le monde veut voir, capable d'imposer le ton physiquement dès le début de l'action. Le problème, je trouve, pour lui dans ce secteur, c'est la régularité et la constance dans l'effort, surtout loin du ballon. Le vrai défi pour Edwards, ce n'est pas les qualités ou les outils, il est capable d'être un lockdown. Son problème, c'est la discipline. Une seconde d'inattention, un œil trop fixé sur le porteur et c'est un backdoor qui passe. Un demi-temps de retard sur une aide et le big adverse a déjà plongé. Dans la navigation des écrans, c'est pareil. Concentré, il passe au-dessus et reste collé. Relâché, il se fait accrocher et laisse un temps d'avance à son vis-à-vis. Et ça, les coachs adverses le savent, les attaques aussi, et elles n'hésitent pas à le tester pour le faire sortir de sa zone de confort. Elles ne cherchent pas toujours à le battre de front, elles veulent le fatiguer, main à main répétée, écran en chaîne, ISO sur un petit extérieur rapide. Le but, c'est de le forcer à se décider vite, à communiquer, à fermer le corner. Dans le système des Wolves, Gobert verrouille la peinture et McDaniels prend souvent la première menace. Du coup, Edwards se retrouve sur le deuxième créateur ou sur un shooter en mouvement. Sur le papier, c'est censé l'économiser, mais la vérité, c'est que ce rôle-là exige une concentration maximale. Si tu décroches une seconde, l'attaque te punit cash. Mais heureusement pour Edwards, c'est pas rédhibitoire parce que la marche à franchir, elle me semble plus mentale que physique. S'il verrouille 3 points simples, le niveau monte d'un cran. Anticiper la rotation plutôt que de la subir, décider plutôt entre fermer la raquette et tenir le corner et soigner le premier pas sur les close-out pour ne pas se faire déposer. Ajoutons à ça une navigation d'écran plus régulière et un focus aussi aiguisé que celui qu'il a en attaque et tu passes d'un contributeur correct dans une top défense à un vrai two-way player fiable quand ça compte. Maintenant, je veux bien le pardonner, au moins partiellement, parce qu'on sait qu'en attaque, il peut peser tous les soirs et qu'il ne s'économise pas. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça compense tout non plus, mais ça fait de lui un vrai leader dans cette équipe. En 2024-2025, Anthony Edwards a joué quasiment toute la saison, 79 matchs autour de 36 minutes par soir. C'est le rythme d'un franchise player qui ne lève pas le pied. Ajouter une charge offensive lourde, un usage au-dessus des 30%, plus de 20 tirs tentés par match, et pourtant les standards restent hauts. Près de 28 points, 6 rebonds et 5 passes. Peu d'absence, pas de vraie coupure longue et une adresse qui tient la route de l'automne au printemps. C'est ça en fait, je trouve, la principale différence entre une étoile montante déjà prometteuse et un patron qui lui est déjà installé. Ant-Man est capable de peser tous les soirs, à tous les matchs, et tout au long d'une rencontre aussi, même face à des adversaires de très haut niveau. Chris Finch l'aide bien pour ça aussi après, il décale quelques-unes de ses minutes pour le faire jouer contre des second units, dessine des systèmes où Ant coupe sans ballon plutôt que de tout créer, et évite les duels défensifs inutiles contre des ailiers plus lourds. L'idée c'est de le faire jouer autant, mais de l'économiser, pour le voir finir plus frais. Au final à Minnesota, on sait qu'il sera là, au début, à la fin, et surtout quand ça compte, à condition je pense d'apprendre à gérer un petit peu mieux ses émotions. Sur la saison passée, il a franchi un vrai cap sportif, mais la maîtrise a dérapé. Volume élevé de fautes techniques, une suspension automatique après la 16e en fin d'hiver, une éjection sur l'exercice et même une faute technique annulée par la Ligue en fin de saison pour éviter une nouvelle suspension. Entre novembre et janvier, les amendes s'enchaînent pour langage ou gestes déplacés. Ce fil rouge raconte la même chose. Quand la frustration monte, il déborde et ça finit par coûter des points, des minutes et parfois de la disponibilité. Je remets pas son talent en cause, pas du tout, c'est surtout l'énergie qu'il perd dans ce genre de situation qui me pose problème.
Parce que maintenant le plan adverse est clair, te faire parler pour oublier de jouer. La réponse d'Edwards dans ces moments-là doit être plus mature, une sorte de rituel à appliquer. Laisser Finch ou les vétérans comme Conley ou Gobert discuter avec les refs, regarder le banc une seconde, respirer et passer à l'action suivante. 5 ou 6 techniques en moins dans l'année, ça fait des points gratuits en moins pour l'adversaire et un risque de suspension moins accru. Après voilà, il n'a que 24 ans et je reste optimiste, il va gagner en maturité. Ça, on peut le voir dans sa courbe de progression où chaque saison, depuis sa draft, il débarque avec une arme supplémentaire. L'aspect le plus flagrant pour confirmer cet aspect, c'est l'évolution de son QI basket et de ses automatismes, réception, lecture, passe ou tir, s'entraîner, moins de friction, plus de paniers faciles, même si je l'ai déjà dit, il a encore quelques progrès à faire dans le domaine. Et pendant ce temps, il a appris à se servir du tir extérieur comme d'un levier, il fait monter la défense, rend ses feintes crédibles et obtient des drives plus propres. Obliger son vis-à-vis à sprinter en close-out, c'est devenu avec le temps une sorte de base qui organise tout le reste de son jeu. Et pareil, même si tout n'est pas encore nickel, loin de là, l'autre progrès vient de sa façon d'orchestrer en essayant de forcer le moins possible. Edwards reste un créateur d'abord pour lui, mais il lit mieux. Sur pick and roll, il punit davantage les aides simples, serre le corner plus tôt et accepte parfois de ressortir la balle plutôt que de tenter un pull-up contesté. Sa menace extérieure attire 2 défenseurs, ses drives fixent la peinture. Il convertit plus souvent ses avantages en panier facile pour l'équipe. Ce n'est pas parfait tous les soirs, on l'a dit plus tôt, il a encore des progrès à faire dans le domaine, mais la courbe va dans le bon sens et ça se voit dès que le match se tend. Et pareil, même en défense, si je l'ai un petit peu critiqué juste avant dans cette vidéo, on a l'impression que l'envie est quand même de plus en plus présente. Il a envie de bien faire. L'an passé, il a signé plus de séquences propres de ce côté-là du terrain, a mieux fermé la raquette en aide et choisi ses paris avec un petit peu plus de discipline. Ajoutons à ça un leadership plus assumé et on obtient un profil qui ne stagne pas. Saison après saison, il empile des couches, tir, lecture, constance, statut, la flèche va clairement vers le haut. Par contre, attention quand même parce qu'il est jeune, il joue beaucoup hockey et pour le moment ça passe. À côté de ça aussi, j'ai envie qu'il mette encore plus d'énergie en défense, mais j'ai aussi besoin qu'il arrive à conserver du carburant dans son réservoir. Tout ça, c'est surtout une question de dosage, mais le souci, c'est que l'équilibre n'est pas forcément toujours très facile à trouver. Sur la campagne 2024-2025, Edwards a tout donné, près de 2900 minutes au total en 79 rencontres. En play-off, il a encore poussé, 500 minutes compressées en un mois. Ce volume, c'est un volume de patron, mais la contrepartie existe, quelques pertes de lucidité en fin de match, une sélection qui s'empire, des jambes parfois un peu lourdes. En fait, c'est le prix du rôle maxi-usage quand tout le monde vous attend au tournant. Et même s'il a été bon, la finale de conf 2025 contre OKC a montré en grand ses limites. Peinture saturée, prise à 2 haute, 4 corps dans l'axe dès qu'il met la tête vers le cercle. Il signe un Game 3 monstrueux, puis des fins de rencontre où le mur adverse limite le drive et force des balles perdues ou des tirs contestés. C'est exactement le type de plan qui épuise un porteur de balle principal sur une longue série. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a une solution. Elle ne fait pas forcément rêver en termes de spectacle, mais à mon avis, elle est pragmatique et respectable. Il doit s'offrir des tirs plus faciles, plus de catch and shoot propres après renversement, 1 ou 2 coupes sans ballon pour souffler tout en restant dangereux et lâcher la balle plus tôt sur les trappes pour récupérer l'avantage collectivement. Avec ce lissage sur un match, une série ou même l'intégralité d'une saison, il économiserait mieux son moteur. L'idée ce n'est pas qu'il joue moins, mais qu'il arrive encore plus frais dans les moments qui comptent le plus. S'il gère mieux son endurance, attention, parce que ces fins de saison peuvent passer de très bonnes à complètement ingérables. Mais malgré ça, avant tout, ce que je veux retenir principalement, c'est que Ant-Man est déjà un vrai leader, qui à lui seul peut changer toute la géométrie d'un match. Il a le mental bien sûr, ça c'est une évidence, mais il a également tout le jeu, toute la panoplie qui va avec. En fin de match, sa présence attire les prises à 2. L'important maintenant, c'est de transformer ça plus souvent en tir ouvert pour les autres. Même un soir moyen au niveau de l'adresse, c'est ce qui pourra faire la différence. Tu démarres fort, tu termines propre et entre-temps, tu fais jouer tes coéquipiers. C'est ce fil-là qui peut te faire grandir et faire grandir l'équipe. Et au-delà de son leadership, il y a aussi son aura qui est rassurante et qui ne s'arrête pas au parquet de la NBA. Maillot dans le top des ventes, chaussures signature qui s'impose, vitrine Team USA l'été dernier où il a été reconnu comme un pion essentiel dans un vestiaire de star. Cette image rejaillit sur les Wolves, hiérarchie claire, rôle lisible, contrainte adverse immédiate. En résumé, Edwards n'impacte pas seulement la feuille, il organise l'attaque, sécurise les fins de match et installe une croyance collective qui se voit et qui se ressent. Maintenant, pour fermer la boucle et faire une sorte de petit bilan, essayons de voir où en est exactement Ant-Man, là, maintenant, tout de suite. À 24 ans, le cadre pour le futur est là. Il est dangereux dans la peinture et au périmètre, présent quand ça compte, et agit comme moteur de l'équipe. La marge de progression, mieux gérer 3-4 possessions par quart-temps, gagner une demi-seconde sur la passe sous pression et canaliser davantage ses émotions. Avec ça, on passe d'un joueur All-NBA à un MVP crédible. Et avant de se projeter sur son futur, il est temps de mettre ça à l'écrit. On va résumer ses forces et ses axes de progression. Parmi ses plus gros atouts, il a un tir longue distance devenu sérieux, une pression constante vers le cercle, un appétit du money time, une présence
séance quasi chaque soir et une progression visible qui entraîne tout le groupe. Ajoutons à ça son leadership et son aura et on comprend pourquoi Minnesota mise sur lui. Après, pour définitivement tout péter, il devra affiner sa sélection de shoot, anticiper davantage en tant que playmaker, gagner en discipline défensive, éviter les fautes techniques débiles et faire gaffe à bien gérer son endurance. Franchement, ça fait beaucoup d'armes et des défauts amplement corrigeables avec la maturité et l'expérience. Alors après, tout ça c'est beau, mais ce qui pourrait être intéressant maintenant pour finir, c'est de prendre rapidement la boule de cristal pour imaginer son avenir à court ou moyen terme. Je me dis que sur une période allant de 1 à 2 ans, il est capable de frôler son plafond. On sent qu'il bosse, qu'il est à l'écoute et qu'il a envie de progresser. Si Minnesota reste performant à l'ouest et que sa courbe de progression continue sur le même rythme, il a le profil parfait pour devenir MVP rapidement. Sa fenêtre de prime commence juste à s'ouvrir. La suite dépendra surtout de sa faculté à assimiler ses micro-gains, soir après soir, jusqu'au mois de juin. Pour aller droit au but, Anthony Edwards, à mon sens, est déjà exceptionnel, et dans les mains, il a le potentiel pour devenir encore plus fort. À 24 ans, il est déjà capable de porter presque à lui seul une équipe super haut en play-off, en tant que patron affirmé, et ça me rend super positif pour la suite de sa carrière. Mais vous, est-ce que vous validez cette analyse de Ant? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que moi? Et pour les anciens qui avaient vu mon Airball Project à l'époque, est-ce que selon vous, mes prédictions ont été conformes à la réalité de ce qu'il est devenu? Dites-moi tout ça dans la section com, et surtout j'y tiens, faites-moi vos retours sur ce nouveau format. Perso, j'espère que ça vous a plu, mais si vous avez des pistes pour améliorer l'épisode 2, je suis clairement preneur. En attendant, spammez-moi dans les commentaires le nom du joueur que vous voulez que je passe à la loupe pour le prochain épisode de cette playlist. Le plus souvent cité sera l'heureux élu, alors n'hésitez plus, lâchez-vous la team, je compte sur vous.